Netflix ne cesse de se développer et que ses productions sont disponibles partout ou presque sur la planète, qui pourra résister au rouleau compresseur du géant du streaming vidéo ? Apple TV+, la plateforme de diffusion de séries de la film de Cupertino, n'arrivera-t-elle pas trop tard ? Débat. Le Mac. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver à 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech. Je vous invite à visiter notre site internet www.onrefaitlemacom. Non seulement vous retrouvez nos 333 émissions, mais désormais des news sur l'actualité d'Apple et de la tech en général. Je vous rappelle que vous retrouvez également ORLM désormais dans une version audio pour écouter On refait le Mac durant votre jogging ou au joie encore sous votre douche. Le podcast est disponible sur iTunes bien sûr, mais également sur l'app Podcast sous iOS, mais désormais également sur Spotify, Deezer et TuneIn. Avec comme chroniqueur cette semaine en plateau une journaliste observatrice attentive de Netflix, Capucine Cousin, auteure de Netflix, Les coulisses d'une révolution. Bonjour Capucine. Bonjour. C'est combien de temps de travail, combien de mois ? Montre-nous cette magnifique couverture de cet Alors ouvrage. ça, c'est un livre qui m'a été commandé par un éditeur avec lequel j'avais déjà travaillé, Armand Collin. Je l'ai bouclé en 6 mois à peu près l'année dernière, sachant que c'est un sujet sur lequel j'avais déjà beaucoup enquêté et écrit dès le lancement de Netflix en France en septembre 2014. En plateau également, un addict aux séries et notre consultant en stratégie numérique, Stéphane Zibi. Bonjour Stéphane. Bonjour Capucine, bonjour Olivier, bonjour à tous. C'est un sujet sur mesure pour toi cette semaine. On va parler de séries, d'Apple TV News, on va parler de Netflix, d'Amazon, on va parler de tous les acteurs. Bien sûr, non, mais je vais être un gentil spectateur et auditeur de ce que... On a une spécialiste sur le plateau. Voilà. Non, comme la semaine dernière, oui, j'écoute. Chose à dire. En duplex, Monsieur X est ancien responsable d'Apple qui avance, comment dire, visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonjour Olivier, et tu sais quoi, depuis le début de l'année, ça fait donc 4 mois maintenant, je crois que j'ai piraté qu'un seul film sur Internet. Ouais, et c'est bien ça le sujet dont on va parler. L'arrivée de Netflix et des services de streaming me permettent d'être un meilleur citoyen et j'en suis ravi. C'est vrai que le streaming d'une manière générale a tendance à réduire considérablement ce phénomène de téléchargement, mais on y reviendra. En duplex de Lausanne, de la rédaction de Mac Forever, Didier Poulicani. Bonjour Didier. Salut Olivier. Alors moi je me rappelle la première série que j'ai regardée comme ça un peu en ligne, totalement illégalement d'ailleurs, c'était 24 heures chrono. Et d'ailleurs on l'a téléchargé souvent en une fois et on se regardait quasiment la totalité en un week-end. Et c'est vrai que c'était un peu le départ, je pense, de ces séries ça par internet finalement. Et moi je rejoins beaucoup Monsieur X, c'est vrai que maintenant moi je télécharge plus rien, en fait quasiment plus rien, ou ce qui est pas sur Netflix souvent, tu vois. Oui, exactement. Et ou ce qui peut être sur d'autres plateformes, on en reparlera. Enfin, notre community manager, Florian Chambol. Bonjour Florian. Bonjour Olivier, bon anniversaire. Oui, déjà, c'est gentil. Une année de plus, encore. Toujours. On ne compte plus. Hein. Moi, pour rebondir sur ce que disait Mister X, moi en fait, Netflix a fait de moi un meilleur feignant. Ouais. Voilà, moi, je suis très feignant, j'aime pas faire les choses, ça me fatigue, tout me fatigue, et Netflix c'est bien parce que t'appuies et ça te suggère des trucs et t'as pas besoin d'aller chercher ton contenu, et du coup j'ai pas été pirater un truc depuis des lustres, et merci Netflix. Surtout les ayants droit qui doivent dire merci, mais au-delà c'est vrai que ça a la force, l'une des forces de Netflix et son algorithme, on en parlera tout à l'heure avec toi Capucine. On reste avec toi Florian et on passe tout de suite au sondage de la semaine. Florian, quelle était la question qu'on a posée cette semaine sur le compte Twitter dont on fait le Mac ? Cette semaine, nous avons demandé à nos chers internautes, à nos chers twittonautes, comment Apple peut rivaliser avec Netflix. Vous avez été 206 au total à voter. 54% d'entre vous estiment que c'est en couplant l'offre Apple Music et iCloud. 23% avec plus d'exclusivité. 19% en cassant les prix. Et 4% avec plus de production locale. Donc c'est vrai qu'on ne connaît pas grand-chose pour l'instant de l'offre d'Apple, on y reviendra dans un instant, mais mesdames, messieurs, vos réactions à ce sondage, c'est vrai que la principale inconnue concernant Apple TV+, Capucine, c'est son prix. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur le modèle économique, c'est le seul point qu'Apple n'a pas dévoilé lors de sa keynote en mars dernier, nous étions en direct, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs comme quoi qu'Apple pourrait regrouper tous ses services, c'est à la mode chez Apple, dans une offre unique. Est-ce que tu crois à ce scénario ? Moi, ça me semble assez logique parce que un des atouts d'Apple, c'est qu'il y a une masse
d'abonnés à ces services iTunes et d'utilisateurs de ces appareils, iPhone, iPad, etc., qui est assez monstrueuse dans le monde entier. Et c'est vrai que ça fait déjà une masse d'abonnés potentiels assez importante. Et on peut tout à fait imaginer un couplage d'abonnements, par exemple, à un abonné qui a déjà un compte iTunes ou qui a un compte déjà iCloud, etc., pourrait avoir une offre à tarif réduit pour son offre de vidéo. Didier, on sait qu'Apple est un peu dans l'œil du viseur, notamment en Europe, concernant une plainte de Spotify, tu sais, pour une position dominante, une concurrence déloyale, parce que Spotify est sur iOS et sur l'Apple Store, j'y suis arrivé. L'App Store, est-ce que tu ne penses pas que ça risque de renforcer encore cet abus de position dominante, en clair, d'Apple potentiellement, si Apple joue à ce jeu-là? Bon, après, c'est vrai qu'il y a plein de sujets là, mais effectivement, moi je suis d'accord avec Capucine que déjà ils devraient combiner l'offre, hein, c'est clair, ça devrait être dans la logique des choses. Malheureusement, je pense pas qu'ils vont le faire parce que c'est Apple Music, iCloud, enfin ils n'auront jamais rien combiné en fait, hein. Au final, tu as toujours payé des trucs à côté, donc là tu vas avoir l'offre de presse d'ailleurs est encore indépendante, enfin, ils n'ont pas du tout cette philosophie-là. Tu as quand même la philosophie d'Amazon qui était effectivement de mettre tout dans l'abonnement Prime là, avec la vidéo, et on a vu que quand tu n'as pas beaucoup de contenu au début, c'est quand même assez intéressant pour découvrir le service. Et là, pareil, si vraiment ils proposent 10 balles par mois pour quelques exclusivités. Enfin, il faut vraiment qu'ils aient des contenus à côté qu'ils aient achetés pour que ce soit vraiment intéressant. Effectivement, et puis ils ont ce problème effectivement de positionnement, parce que quand tu es juge et partie de tout ce qui passe sur ton appareil, ça devient assez compliqué. D'ailleurs, on le voit avec Netflix. En ce moment, c'est quand même la guerre avec Netflix, hein. Le fait de ne plus pouvoir s'abonner depuis ton Apple TV et depuis l'iPhone, c'est quand même assez pénalisant pour l'utilisateur. Et c'est vrai que ils ont le même problème avec Spotify. Et quand tu veux faire et du service et du produit, enfin, tu veux être partout, même aujourd'hui le paiement, tu te retrouves confronté effectivement à des problèmes comme ça. À terme, on pourrait imaginer même que Apple se coupe en 2 ou 3 avec les produits et les services chacun d'un côté, mais c'est pas encore d'actualité. Stéphane, voilà. Ton opinion sur ce sondage? On est tous dépendants de l'iCloud quand on a un dépendant. En tout cas, on apprend très fréquemment l'iCloud. Ils ont réussi à créer une forme de dépendance. Oui, de dépendance où on va dépenser, même s'ils ont baissé bien les prix, donc on a pu avoir des forfaits assez élevés. Je sais que Monsieur X a tout mis sur fichier, même son ordinateur dernièrement. Il en a pu voir en gros les vertus, et c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin. Et je trouve ça bizarre, et donc en tant qu'ancien directeur marketing d'Apple, il pourrait peut-être réagir pour ça, mais qu'ils aient jamais profité de cette dépendance en nous fourguant pas des produits qui étaient liés à ça, en augmentant même le prix. Et je pense que la plupart des gens le feraient. Et là, s'ils ne le font pas à cette occasion-là, ils vont... déjà, c'est difficile parce qu'ils partent après les autres. Ils produisent après les autres. Comme c'est Apple, donc on les juge de façon peut-être un peu plus sévère, en particulier peut-être parfois ici. Mais qui aime bien châtie bien. Voilà, bien sûr, bien évidemment. Écoute, on va se tourner vers Monsieur X. Monsieur X, ta réaction justement, est-ce qu'Apple aurait intérêt à tout coupler? Dans le sondage, il y avait cassé les prix, donc il y a aussi une rumeur comme quoi Apple pourrait offrir gratuitement ce service pour tous les acheteurs d'iPhone. Là, il serait véritablement sous le joug du possible d'un procès pour concurrence déloyale, si c'était le cas, Monsieur X. Oui, absolument. Je pense que les consommateurs d'Apple qui attendent d'avoir un prix avec des services combinés vont être déçus. Je pense que ça a été dit, le risque est trop grand pour Apple. Je dis bien le risque juridique et les attaques pour abus de position dominante ou vente liée, ou je ne sais pas comment on dit exactement en droit du commerce d'ailleurs. Voilà, ou vente forcée. Imagine, ça serait bien pour les consommateurs, que tu aies un prix si tu es abonné à iCloud, enfin autre chose que les 5 gigas gratuits, plus à Apple Music, plus à ces nouveaux services autour de la vidéo, et qu'Apple ait un procès et qu'il soit obligé d'arrêter temporairement leur service. Hop, c'est tous tes services Apple qui tomberaient, ou Apple qui serait embêté sur l'ensemble de ses services Apple. Donc je pense que le risque est réel et le risque est trop grand. Donc on va continuer à avoir une galaxie de services au niveau tarifaire. Alors peut-être que d'un point de vue intégration fonctionnelle, logiciel, expérience client,
on va avoir des bénéfices si on est abonné à tout ça, mais d'un point de vue du prix, c'est un rêve, à mon sens. Le dernier point du sondage, c'était la nécessité de produire en local. On sait que c'est la force d'Amazon et Netflix, Capucine, d'avoir produit des contenus spécifiques pour chaque pays. Pour la France, notamment, on se souvient de la production avec Depardieu, un peu la série Marseille. Ça devient aussi un cap important pour ces plateformes pour s'installer dans chaque pays quand ils veulent se développer à l'international. Apple devrait travailler au niveau local pour pouvoir se développer aussi. C'est indispensable. Probablement, parce que c'est ce que font les autres, ce que fait surtout Netflix depuis longtemps, ce que fait dans une moindre mesure Amazon. Amazon Prime Video. Et c'est vrai que Netflix, le patron fondateur de Netflix, Reed Hastings, a toujours dit qu'il voulait produire local pour une diffusion mondiale. Par exemple, on a vu The Crown, biopic sur la reine Elisabeth II, qui intéresse le monde entier, parce que le monde entier c'est produit en local, la reine d'Angleterre, qui s'est tournée. Ouais. Voilà. Et par ailleurs, en Inde, ils se sont implantés en Inde l'année dernière. Ils ont produit une première série télévisée indienne, Le Seigneur de Bombay, tournée même en Indie, mais qui vise un public mondial. C'est-à-dire qu'à la fois, on essaie de capter une nouvelle population en arrivant dans un pays grâce à des productions locales, mais aussi satisfaire l'ensemble du bassin de population. C'est plutôt bien vu. Un bref retour sur les annonces d'Apple. Donc, il y avait en gros 30 projets en tout. Alors, il y a eu pas mal de critiques, tu l'as dit, Capucine. Ça n'a vraiment pas fait l'unanimité, le fait notamment de reprendre des pointures du cinéma et de la télévision qui sont des stars pour notre génération, mais qui le sont un peu moins pour les jeunes ados qui regardent Netflix. C'est ça ce que tu reproches aujourd'hui, qu'il n'y a pas forcément de nouveaux talents, le côté découvreur. Là, Apple a joué la sécurité et a misé sur des noms. C'est ça, en fait, aujourd'hui. Oui, tout à fait. Oui. Monsieur X, on n'a pas eu ta réaction parce que tu n'étais pas avec nous lors du live. Qu'est-ce que tu as pensé des annonces d'Apple? Est-ce qu'elles te semblent taillées pour satisfaire les clients de Netflix aujourd'hui, ou au contraire, ils veulent simplement satisfaire leurs bases installés qu'ils connaissent bien d'Apple? Écoute, deux réactions qui sont perso, je ne sais pas si elles sont très universelles, mais d'abord, moi j'ai trouvé le jour même et rétrospectivement toutes ces annonces compliquées. Il y a eu pas mal d'articles là-dessus, mais entre TV+, Apple TV, etc., c'est pas simple de s'y retrouver, même quand on est un utilisateur de Mac. Ça, c'est la première chose. Et puis deuxièmement, sans être non plus un spécialiste du streaming vidéo, je trouve que c'est un petit peu comme le marché des jeux en ligne. Il y a un parallèle à faire avec ce qu'on appelle le line-up, c'est-à-dire la tête de gondole, les grands films ou les grandes séries qui vont faire que tu vas t'abonner. Alors chez HBO, c'est Game of Thrones. Sur Netflix, ça a été dit, c'était House of Cards au départ. Là, les programmes originaux que nous propose Apple, ils sont au mieux taillés pour le marché nord-américain, sans doute pour les US. Et encore parce que les shows qui sont annoncés ou les stars qui sont annoncés sur le service exclusif Apple, bon, excuse-moi, mais je crois que ça a été dit un peu off avant qu'on démarre l'émission, ça sent le réchauffer, quoi. Voilà, donc je vois pas de tête de gondole qui va faire que je vais dépenser 10 € sans réfléchir. Alors je veux faire quand même l'avocat du diable. Il faut pas oublier que l'une des séries les plus regardées sur Netflix aujourd'hui, c'est Friends, avec Jennifer Aniston. Comme quoi, mais on en parlera tout à l'heure. Apple donc aurait investi jusqu'à 2 milliards de dollars. On parle d'1 milliard, on parle de 2 milliards. Selon les Échos, ce serait 2 milliards de dollars pour produire ces séries. C'est beaucoup d'argent, Stéphane Capucine, mais c'est encore très loin des sommes investies par Netflix. C'est 12 milliards, c'est ça, pour Netflix en 2018? Oui, pour Netflix, les estimations tournent autour de 8 et 12 milliards de dollars. Donc, entre 4 à 6 fois plus. Pour l'année dernière. Pour l'année 2018, et ce sera sans doute plus cette année. Ouais, donc Stéphane? Mais il n'y a pas de mystère, c'est que au tout début, je me souviendrai toujours de ma première connexion sur Netflix. C'était encore un compte américain via... mon compte Apple, enfin bon, avant que ça arrive en France. Avant que ça arrive en France, je regardais, je trouvais l'offre pas très intéressante. Si j'avais trouvé des Harold Lloyd, des vieux films oui, il n'y avait pas de contenu originaux. Il n'y avait pas de contenu originaux. Et en fait, la force, parce que les droits, ça se limite. D'ailleurs, si on s'amuse à suivre, d'ailleurs, je vous encourage à suivre le compte Twitter de Netflix France, qui est admirablement tenu par une community manager très drôle, parfois, et qui est plein d'esprit. Et on voit les films qui sont plus sous droit et ceux qui vont être remplacés, etc. C'est qu'aujourd'hui, la courbe s'est inversée. Il y a plus de production Netflix que d'achat de droits. Donc en gros, ils sont plus dépendants, même s'il y a un cataclysme comme Disney qui peut arriver en enlevant tous ces contenus avec sa future plateforme. Peut-être on y viendra plus tard. Mais voilà, même ça, c'est pas très grave. Ils sont plus dépendants des détenteurs des droits. Voilà, alors on va refaire un bref historique sur la saga Netflix et comment ce qui n'était qu'un loueur de DVD est devenu un service de streaming à l'échelle mondiale, une machine de guerre qui écrase tout ou presque sur son passage. On en parle dans ce prochain chapitre.
La saga Netflix, Capucine. Alors, peu de gens le savent, mais l'aventure de Netflix, c'était un peu, a commencé par de la location DVD. C'était un vidéoclub en ligne, une sorte de La Redoute, pour te paraphraser dans ton bouquin, du DVD. Hein. Oui, c'est assez incroyable. Hein. Netflix, c'était une petite start-up américaine qui a été lancée en 1997. Son business model initial, c'était de la location de DVD par abonnement via Internet. Donc, chaque mois, je recevais 3-4 DVD par la poste et ensuite, je les renvoyais. C'était juste ça, à la base, Netflix. Et après, cette start-up a connu des hauts et des bas. Elle a quand même failli se casser la figure à ses débuts. 2002, introduction en bourse. 2007, premier gros pari de Reed Hastings. Il décide de miser sur le streaming vidéo qui était déjà bien développé aux États-Unis et donc de lancer son système d'abonnement via le streaming. Concrètement, comment est né tout simplement Netflix? Il y a une légende, j'ai lu dans ton bouquin, comme quoi Reed Hastings, donc, ils sont deux cofondateurs à l'origine, et Mark Randolph en avait marre de payer leur pénalité de vidéoclub et aurait eu l'idée de faire un service par abonnement. C'est vrai? C'est de l'info ou c'est de l'intox? On ne sait pas, c'est la légende. En tout cas, c'est la légende que répète Reed Hastings depuis ses débuts. Alors, et puis bon, Reed Hastings a finalement pris le pouvoir. Il est maintenant vraiment incontournable. Là, ça devient vraiment une figure emblématique aux États-Unis, plus que de la Silicon Valley. Qui est ce personnage? Il vient d'où? Parce que c'est quoi son parcours, en quelques mots? Reed Hastings, c'était un ingénieur qui a fait l'armée. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a fait des études en intelligence artificielle. Ouais. Donc les algorithmes, il savait déjà ce que c'était. C'est-à-dire que les algorithmes, il a commencé à y réfléchir déjà du temps de la location de DVD déjà. Hein. C'est pas uniquement lié au streaming. Hein. Oui, il savait déjà ce que c'était. Donc déjà dans les années 90, et il maîtrisait tout à fait cela. Il avait déjà créé une première entreprise, une première start-up qu'il a revendue. Pure Software, hein, c'est voilà, ça? Pour environ 85 millions de dollars. Donc il avait déjà donc il aurait pu s'arrêter de travailler. Une bonne montagne de cash. Voilà, trentenaire, il était déjà millionnaire, milliardaire, tout allait très bien. Il était tout jeune, hein, en plus, à cette voilà, trentenaire. Ouais. Mais effectivement, il a eu cette idée d'entreprise qu'il a décidé de lancer assez vite. Alors, des débuts un petit peu difficiles, à tel point qu'à un moment donné, on se posait la question, même s'ils n'allaient pas être obligés de se vendre, on pense notamment à Blockbuster, qui était la chaîne de vidéoclub tentaculaire aux États-Unis. Stéphane, et à l'époque, ils étaient prêts à négocier 49% de Netflix pour 50 millions de dollars. Et puis, finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, et aujourd'hui, Blockbuster, ils ont quasiment plus de vidéoclubs aux États-Unis. Hein. Non, ça existe encore, mais sous la forme d'une marque en ligne. Mais je crois qu'il y a encore un vidéoclub aux États-Unis, je crois. Et tu sais qu'ils continuent à gagner de l'argent avec la location de DVD. Ouais, ça continue en parallèle. Là, l'année dernière, ils avaient fait... ils ont annoncé cette année, pour le premier trimestre, 3 millions d'abonnés encore au service de location de DVD. Qui continuent à s'échanger les DVD. Et ça fait 56 millions de profits, avec un chiffre d'affaires de 99 millions de dollars. Donc, en gros, on a vu pire comme petite société. C'est clair. Et puis, très rapidement, tu l'as dit, il s'est orienté vers le streaming. Mais déjà avant, dès 2002, j'ai lu dans ton bouquin qu'il s'intéressait à des services de télé par Internet parce qu'il était très inspiré par le modèle français, par les box, notamment la Freebox. Il a essayé d'adapter le système. Malheureusement, il n'était pas opérateur comme un Free en France. Hein. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que le système télécom américain est très différent du système télécom français. Donc, il a fallu attendre que le réseau se développe, que la techno arrive, et c'est le fameux OTT, hein, c'est-à-dire la possibilité d'envoyer les images, le streaming via le réseau Internet, et de ne plus être dépendant d'opérateurs et des câbles opérateurs. Il a réfléchi pendant des années à des box, et c'est comme ça qu'est née d'ailleurs, petite parenthèse, la marque Roku, qu'on connaît bien en France, qui est le concurrent de l'Apple TV, les petits boîtiers qui ont été développés par Netflix. Donc tu l'as dit, 2007, changement de stature avec le lancement du streaming et donc le premier service OTT, ça a marché assez rapidement parce qu'en fait, tout ce qui est télé aux États-Unis, ça coûte très cher comparé en France. Hein. Oui, c'est l'abonnement par câble, satellite. Là-bas, c'est au moins $60 par mois. Ouais. C'est énorme. Ouais. Mais par contre, pas de contenu, tu le disais au départ, Stéphane. Le coup de génie, c'est d'aller négocier avec les grands studios hollywoodiens, les fonds de catalogue dans un premier temps. Et on peut vraiment dire que les grands studios ont perçu la demande et finalement, il a payé ça une misère à l'époque. Oui, notamment son premier gros coup, c'était il a signé avec les studios américains Starz, donc déjà un gros catalogue. Et après, le second gros coup, là, il a payé plus cher. C'était avec Disney en 2013. Là, il a mis la main sur les séries Marvel, etc. Oui, que des gros hits. Ouais. Et là, il savait très bien que c'était parfait pour attirer les geeks et les jeunes. Et se mettre en orbite. Donc, le premier contrat, donc, tu l'as dit en 2008 avec Starz, 30 millions de dollars. C'est dérisoire. Ça a vraiment passé, Didier, aux premières négos de Steve Jobs pour le lancement d'iTunes avec les grands majors de la musique qui n'avaient pas perçu aussi
l'essor possible d'iTunes et du téléchargement légal, et qui avait accordé des royalties très importantes à Apple à l'époque, hein, Didier. Bah oui, mais du coup, bon, ça marche pour le début et ça marche quand tu es un outsider. Aujourd'hui, Apple pourrait plus le faire pour son propre service. Ils ont C'est vrai plus que de mal maintenant, aujourd'hui. maintenant, ils sont obligés d'arriver avec les grands moyens et comme tu disais, même avec, enfin, ils auraient presque dû arriver avec une offre déjà un petit peu locale ou au moins mondiale. Et c'est vrai que moi, j'étais très surpris justement de cette offre très US. Même, je sais pas si t'as vu un des gros shows qu'ils prévoient, c'est comme Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, donc qui font une émission matinale mais américaine. Donc sur les émissions matinales américaines, c'est quand même un truc de dingue de se dire tiens, je vais partir mondialement avec des trucs super locaux. Même comment elle s'appelle, Oprah, c'est quand même, enfin, c'est quelqu'un qui est absolument inconnu chez nous à part pour la renommer, mais voilà, et c'est quand même leur tête de gondole aujourd'hui, et d'afficher ça, c'est assez perturbant, je trouve, pour un service qui a quand même pas mal d'ambition, je trouve. Ouais. On sait qu'Apple est très américano-centrique, Monsieur X, et Monsieur X, du temps où vous étiez au sein d'Apple, c'était difficile de faire passer, expliquer que chaque territoire a ses cultures, ses spécificités, ses particularités, et quand on veut se lancer dans le service, c'est encore plus important que pour le matériel. Hein. Écoute, Apple a bien conscience qu'ils opèrent dans des pays avec des cultures différentes, mais après, quand tu veux lancer des services aussi ambitieux que la musique au départ et puis la vidéo maintenant, il y a tellement d'obstacles, il y a tellement de négociations à faire, les marchés sont tellement éclatés parce que les ayants droit au niveau musique et au niveau vidéo, c'est pire, sont tellement nombreux que tu commences toujours chez Apple par ton marché domestique. Pourquoi ? Parce que c'est sans doute plus facile, tu connais mieux ton marché domestique, et puis qu'au niveau des potentiels futurs acheteurs, il y a toujours un a priori positif des clients d'Apple aux États-Unis. Donc les clients d'Apple aux États-Unis vont pas trop se poser de questions, ils vont prendre le mois de subscription gratuite sans doute que Apple va faire, et puis s'abonner pour 3, 4, 5, 6 mois, c'est pas un problème. Alors que nous, en France, ils sont plus éloignés, plus difficiles pour négocier, et puis on est beaucoup plus critiques. Voilà, donc ils commencent par leur marché domestique, parce que c'est plus facile, et puis après ils vont essayer de répéter leur succès au-delà des États-Unis. Maintenant, le fait de faire ça fait que si ça marche aux US, on va les voir venir une fois de plus, et que ça va être de plus en plus dur, ce qui fait que bien souvent sur les services de streaming chez Apple, on attend et on a difficilement la même qualité que les services aux US. Il a fallu attendre 5, 6, 7, 8 ans pour qu'Apple Music soit vraiment un service universel. Ça va être pire sur la vidéo. Ouais, on voit qu'ils ont encore du retard. On en parlera en fin d'émission, notamment par rapport à Spotify. Hein. C'est carrément un abonné le double des abonnés chez Spotify aujourd'hui par rapport à Apple. Donc on disait que Netflix, pour revenir à Netflix, s'est développé en rachetant des fonds de catalogue avec Start. Tu as souligné qu'ils avaient ensuite signé avec Disney et racheté toutes les grandes licences de Disney, qui a été imaginez rien que les dessins animés pour les enfants, et puis Marvel derrière, qui est donc un fonds de catalogue énorme et permet d'habituer toute la famille à regarder sur Netflix. C'est un énorme contrat, 350 millions de dollars par an, mais encore une fois, c'est rien par rapport au potentiel d'audience que ça représente et l'attractivité que ça représentait. Encore une fois, Disney n'avait pas perçu le danger à l'époque, et on va voir que les années suivantes, ils ont bien changé leur fusil d'épaule. Ils ont acheté plein de droits de séries télé prestigieuses dès 2011 pour en avoir l'exclusivité. Star Trek, Twin Peaks, Friends, The Office, Mad Men, Black Mirror. Il devient même producteur plus tard de Black Mirror, l'une des séries préférées de Stéphane. Et puis, il commence à produire des séries originales au fur et à mesure. On pense notamment à Marvel, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Le Punisher. Et puis, de plus en plus de difficultés à négocier des droits. Donc, ils décident de se lancer peu à peu dans leur propre série. C'est ça, Capucine? Leur production originale. Ouais, parce que les studios comprenaient qu'il fallait ralentir l'essor de Netflix. C'était un vrai danger. Et effectivement, le premier gros coup qui est connu pour Netflix, c'est House of Cards, avec un réalisateur tout droit venu du cinéma, David Fincher, avec des acteurs de cinéma, dont Kevin Spacey. Et puis, donc, cette série qui est adaptée d'une série britannique, mais modernisée, transposée dans l'Amérique d'aujourd'hui, La Maison Blanche, et qui préfigurait presque ce qui se passe un peu aux États-Unis, La Maison Blanche aujourd'hui. Et ça a très bien marché tout de suite, parce que c'était une qualité de réalisation cinématographique, des acteurs de haut niveau, des dialogues très bien écrits, des intrigues extrêmement réaliste et documenté. C'était vraiment le carton à série, et la série haut de gamme.
Oui, des moyens phénoménaux. Capucine, près de 100 millions de dollars rien que pour les 2 premières saisons de House of Cards. Donc vraiment des moyens inédits en matière de production télé. Et puis au-delà, aussi toute une mécanique qui a été mise en place, toute une stratégie, en plus couplée avec leur système d'intelligence artificielle, aidez-moi, leur algorithme. Là, j'y suis arrivé. Tu l'as très bien raconté dans ton bouquin, c'est passionnant. On en parle d'ailleurs juste après vos questions Twitter. Florian, quelle est la question Twitter cette semaine ? Olivier, la question Twitter de cette semaine nous vient de @darklinuxtweet. Sa question, savez-vous si un putsch se prépare au sein du board d'Apple ? Alors sans transition, alors pourquoi cette question Didier ? Mais tu en parleras j'imagine tout à l'heure dans le busomètre. Il y a pas mal de départs qui se sont multipliés ces derniers temps, Angela Ahrendts, et puis récemment des designers iconiques historiques de l'équipe de design d'Apple qui ont annoncé à la surprise générale leur départ, Didier. Oui, c'est pas vraiment un putsch, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt toutes les pointures un petit peu à la tête comme ça des départements qui marchent bien, qui s'en vont. Là, Apple perd énormément de gens en ce moment, et vraiment des gens de talent. Là, on a encore eu cette semaine un ingénieur qui a quasiment fait toute la connectivité de l'iPhone, qui bossait sur la 5G, etc. Donc c'est lié des fois à une actualité, mais là, on a eu quand même de gros départs dans l'équipe du design. C'est quoi ? C'est le nouveau design avec les photos, avec les capteurs audio qui font que les gens s'en vont ? Est-ce que c'est moche ? C'est ça ? Mais tu sais qu'on a aussi Angela Ahrendts qui est partie là il y a pas très longtemps non plus, et c'est vrai que il y a une vraie vague de départ en ce moment. Alors est-ce que c'est un désaccord avec le sommet ? Est-ce que c'est pour des ambitions personnelles ? Mais il se passe quand même quelque chose chez Apple en ce moment, et pour l'instant c'est quand même très difficile d'y voir clair parce que ça touche quand même un peu tous les départements. C'est pas quelque chose qui est spécifiquement centré, je sais pas, sur la voiture autonome, sur tu vois le design en particulier. Mais c'est vrai qu'on a de quoi être un petit peu inquiet quand on voit ça, et surtout que ça a l'air d'être des gens de talent qui partent, donc pas forcément des gens qui sont spécifiquement à la retraite. Bizarrement, là j'étais en train de regarder le cours de bourse là pour où ça en était, s'il y avait une inquiétude. On flirte encore avec les 1000 milliards de dollars de capitalisation, ça avait un peu baissé, donc ça a bien remonté. C'est quand même, il y a pire comme situation. Il n'y a pas de frilosité. En fait, les premières choses qu'on peut voir, c'est quand il y a une sorte de défiance, les premières choses que les gens voient, les analystes disant attention, et hop, le cours de bourse est en train de tomber. Le truc qui est un peu qui est là, c'est que la boîte est quand même toujours bien solide. Moi, je trouve que c'est juste peut-être, Didier disait, c'est peut-être tout l'inverse d'un putsch. Peut-être c'est le moment où peut-être Tim Cook a dit peut-être il faut renouveler les équipes avec des gens peut-être plus jeunes, en tout cas différents, parce que là, effectivement, il y a des concurrents de plus en plus sérieux. Quelle est ta réaction, Monsieur X, par rapport à la succession de ces départs, même si c'est pas non plus un naufrage? Non, moi je crois que quand on est dans une entreprise de la taille d'Apple, c'est normal qu'il y ait des départs, et c'est même plutôt sain. Moi, mais c'est plus du ressenti que du formel. Il n'y a que le départ de Tim Cook qui m'inquiéterait, parce que pour avoir vu à l'époque comment fonctionnaient ces entreprises, c'est lui qui en a fait cette machine de guerre commerciale et industrielle qu'elle est aujourd'hui, et qui fait qu'au-delà de la qualité de ses produits, elle rend beaucoup d'argent à ses actionnaires. Voilà. Tant que c'est pas Tim Cook, je crois qu'il n'y a pas lieu de s'affoler. Moi, je crois que le monsieur sait ce qu'il fait. Des départs, c'est bien. Des départs, c'est même peut-être sain. On pourrait se poser la question sur Johnny Ive. Et puis aussi, il faut se rappeler que chez Apple, c'est pas spécifique à cette entreprise, mais notamment chez Apple, le travail est extrêmement dense. Et après un cycle de 3 ans ou de 5 ans, ou 2 cycles de 3 ans ou de 5 ans, les gens ont envie d'aller prendre l'air, et en plus, ils sont extrêmement sollicités. Et puis en général, ils ont de l'argent, parce que Apple est une entreprise qui paye bien, donc il y a tout pour aller ailleurs. Et ça intéresse aussi beaucoup les plus jeunes et les plus talentueux, parce que Apple n'est pas toujours super sympa à vivre au quotidien à cause de la confidentialité et on va dire du peu d'autonomie qu'il y a dans certains endroits. Donc pour moi, c'est un phénomène normal. Il est peut-être simplement un peu plus fort en ce moment, mais il n'y a pas lieu à mon avis de s'affoler. Et c'est vrai qu'on voit bien que les actionnaires n'ont pas du tout été inquiétés par ces actualités d'Apple, parce que autant le cours de boursier d'Apple avait chuté en fin d'année dernière comme beaucoup de GAFA, et autant malgré les déceptions liées aux ventes des iPhones en Chine et des boires qu'a connu Apple en Chine, le cours boursier a quand même bien remonté. A donné la première capitalisation boursière entre-temps, c'est vrai. Donc il n'y a pas encore de réelle inquiétude. Ça vient plutôt de la fanbase des utilisateurs d'Apple, cette inquiétude qui peut être parfois légitime, notamment il y a les problèmes
technique et de maintenance, notamment des Mac. On en parlera peut-être tout à l'heure dans le Buzomètre avec Didier. Retour à une autre machine de guerre, celle de Netflix qui a décidé de devenir un studio. On le disait tout à l'heure, Netflix devient un studio parce que ça y est, la menace se précise, les principaux majors hollywoodiennes comprennent le danger. Donc première série iconique, on l'a dit, House of Cards. La légende Capucine dit que Hastings n'aurait même pas vu le pilote avant de signer, c'est vrai ? Parce qu'il était tellement certain de la qualité de son. Oui, alors on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est une légende qu'a alimenté Reed Hastings pour créer cet effet de légende autour de Netflix. Mais effectivement, c'est ce qui se dit beaucoup, qu'il a acheté directement les droits de la première saison de House of Cards sans avoir visionné le pilote, alors que dans l'industrie audiovisuelle, on teste, visionne toujours on fait un pilote, on teste, on refait des pilotes avec des audiences différentes, ils notent, on modifie les fins, les débuts, on accélère les montages. C'est étonnant comme technique. Oui, alors donc si on croit cette légende, la seule fois du prestige des noms qui figuraient au générique a suffi. Parfois ça suffit aussi à Hollywood, quand tu as un grand nom, parfois il y en a que sur on leur la voit avec nom, Apple. Bah voilà, c'est rien que sur un nom et sur l'histoire et ça, tu peux signer ce que tu veux. Alors, en France aussi d'ailleurs. Est-ce que justement cet algorithme Netflix, si on croit la légende, est-elle véritablement l'arme secrète aujourd'hui de Netflix par rapport à ses concurrents, Amazon ou encore Apple ? Là, ils partent quasiment de zéro, Apple, en matière de comportement vidéo, quoique ils ont iTunes et ils ont l'Apple TV. Ça marche comment cet algorithme, en quelques mots, cette machine learning qui analyse tous les comportements de ses utilisateurs ? Ils sont classés, c'est ça, par catégorie ? Oui, c'est-à-dire que de toute façon, tous les contenus Netflix sont classés par genre, etc. Et également, ce fameux algorithme observe, trace les comportements de ses utilisateurs abonnés. Donc, il garde en mémoire les séries qu'on a regardées ou qu'on a visionnées jusqu'à un certain point en arrêtant de les visionner. À partir de là, il déduit nos goûts, nos préférences. On n'aime pas. Voilà. Ouais. Et à partir de là, il va me suggérer par email ou sur son écran d'accueil, sur mon écran d'accueil, les séries ou les films qui pourraient me plaire en fonction de mon historique de visualisation. Au-delà, Capucine, non seulement grâce à cet algorithme, donc Netflix peut me pousser du contenu entre guillemets qui me plaît, mais est-ce qu'on peut imaginer que Netflix peut aussi en fonction du comportement de ses abonnés, concevoir des séries quasiment sur mesure qui répondent à des panels bien précis. C'est vrai que c'est une question qui commence à émerger parce que par exemple, il y a une série d'anthologie assez geek qui est diffusée depuis quelques semaines qui s'appelle Love, Sex and Robots. Et beaucoup, il y a eu ce petit débat dans la communauté des utilisateurs de Netflix selon lesquels l'ordre des épisodes aurait été proposé en fonction des préférences, des goûts des abonnés à Netflix. En fait, il y a une chose qu'on a peut-être un peu oublié également au début, qui a aussi favorisé le succès de Netflix, en plus de son algorithme qui s'améliore au fur et à mesure, parce que on lui redonne de plus en plus de data en fonction de ce que nous visionnons au quotidien. C'est l'ubiquité, c'est-à-dire qu'ils étaient présents sur tous les écrans. On pouvait voir une application Netflix sur nos téléviseurs, sur nos téléphones, partout, même sur BlackBerry à l'époque. C'est dire. Ouais. Et donc en gros, c'est ubique. BlackBerry, ouais. Et c'est grâce à l'ubiquité. Non, c'est grâce à ça que je me suis abonné. Non, je rigole. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on est présent partout, on se donne aussi une chance supplémentaire, et même c'est venu sur nos télécommandes de télé, des Sony et tout, on a un gros bouton Netflix, on voit que ça. C'est unique, hein. C'est comme si, imaginez une chaîne de télé et ça au niveau mondial, c'est ORLM, j'attends la chaîne de télé ORLM bientôt maintenant, voilà, je peux te dire, voilà. Non mais ce que je peux dire, c'est ça a encore accéléré, je pense, la réussite, parce qu'il y a encore plus de data. Comme on avait donc une télé qui nous ressemblait, parce qu'il y avait les séries, on avait très peu de déception dans ce qu'ils nous proposent. La télé connectée les a bien aidés. On parlera des box et de la France dans un instant, mais on comprend mieux de manière générale, Didier, pourquoi il y a quelques semaines, Apple a annoncé au CES son arrivée sur les télés, parce que c'est indispensable, cette ubiquité pour se développer également. Hein. Mais qu'est-ce que c'est fait tellement tard et sur un nombre tellement limité d'appareils. Il a raison. C'est assez incroyable. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu veux concurrencer Netflix. Moi, je suis totalement d'accord avec Stéphane. C'est vraiment un point essentiel de Netflix, c'est que c'est partout. Et Apple déteste ça. C'est-à-dire que tu verras jamais un bouton Apple TV+ sur ta machine à laver ou ton frigo. Ouais. Ils supportent pas ça, de ne pas maîtriser le hardware. D'ailleurs, c'est de là que ça vient, qu'Apple a beaucoup de mal avec tout ce qui est service. C'est qu'effectivement, dès qu'ils contrôlent pas la chaîne
chaîne en intégralité, ça marche pas bien. Et aujourd'hui, je serais assez curieux de savoir quelle est la part de marché, par exemple, d'Apple Music entre iOS et Android, parce que tu vois, pour vraiment voir s'il y a vraiment des gens sur Android qui s'abonnent à Apple Music, parce que ça va être assez déterminant. Et est-ce que tous les constructeurs, parce qu'aujourd'hui, il faut bien voir aussi la différence, c'est que tu as des constructeurs de télé qui font du AirPlay, c'est-à-dire comment dire, tu vas regarder Apple TV+ sur ton iPhone et tu vas le mettre sur ta télé, ce qui est quand même quelque chose de beaucoup plus compliqué que d'allumer ta télé, de voir l'application Apple TV+ et de la mettre en route. Et là, pour l'instant, de mémoire, je crois qu'il y en a que un qui a signé sur Apple TV+, je crois que c'est Samsung. Ouais. Je crois que c'est les seuls à avoir ça pour l'instant. Aussi, même si c'est les plus gros vendeurs de télé, c'est quand même assez limitant. Alors oui, moi je pense que c'est un point important, ça, la présence chez les constructeurs de télé, parce qu'une des réussites de Netflix, c'est qu'aujourd'hui, quand tu achètes un téléviseur Samsung ou Philips, ou les marques un peu secondaires, ou Sony, au milieu de ta télécommande, tu as le bouton Netflix. C'est énorme. La publicité, je ne sais pas s'ils payent pour ça, mais moi je l'ai acheté comme ça, moi. C'est dingue. De mes télé, je l'ai acheté pour ça. Ouais. Il y avait écrit Netflix. Tu appuies sur Netflix directement sur le service. Florian disait il était flemmard. Nous, on est encore plus flemmard. On appuie sur un bouton, on a Netflix. Ouais, moi, je préfère quand même passer par l'Apple TV, mais ça, c'est une question d'interface. Fanboy, va. Ouais. Pour revenir à Netflix et donc à la machine de guerre, au studio de production, donc les productions se sont enchaînées. Ça a été un vrai rouleau compresseur de succès, parce que c'est vraiment beaucoup de moyens qui ont été mis en œuvre et des grands noms. On pense à des titres comme Bloodline, Narcos, The Get Done, qui était une série musicale. Et vraiment, la volonté, tu le disais tout à l'heure, Capucine, c'est d'aller chercher des grands talents du cinéma pour faire des séries. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que c'était pas un art majeur, les séries, pour beaucoup pour le cinéma. Voilà, on n'aimait pas mélanger les gens. Pendant très longtemps, les séries télé étaient un peu méprisées, y compris en France. C'était un genre plutôt secondaire. Moi, quand j'étais ado, les séries qu'on regardait, c'était Beverly Hills. Alors, paix à son âme, Luc Perry, qu'on aime beaucoup, mais Beverly Hills, c'est quand même un peu meilleur comme série. Ouais. Pour moi, la première série un peu haut de gamme qu'on a vu débarquer en France sur tous les écrans télé, donc encore une fois, c'était la série Urgence. Et après, la grande nouveauté, ça a été au début des années 2000, toutes ces petites pépites de chez HBO qu'on a vu débarquer en France. Il y a eu Sex and the City, qui était très innovante pour l'époque. Il y a eu d'autres séries comme ça, des productions HBO, qui étaient vraiment nouvelle pour l'époque, qui était soignée. Et également, on a eu l'autre grande série pour moi à cette époque-là, c'était Mad Men, qui retraçait l'histoire d'une grande agence de publicité américaine et qui était filmée vraiment. C'était une série de qualité. Ouais, et regardez, ils ont signé plutôt des grands noms. Si Apple a fait un joli coup il y a quelques semaines, Netflix n'a pas vraiment à rougir. Jugez plutôt David Lynch donc pour Twin Peaks, Martin Scorsese, ce qu'ils aient du peu, David Fincher, on l'a dit, les frères Cohen, et on attend une production avec Damien Chazelle, le réalisateur de La La Land notamment, très prochainement. Donc on voit patiemment, pièce par pièce, vraiment Reed Hastings a patiemment monté une machine de guerre qui après les États-Unis va conquérir peu à peu le monde, mais on en parle juste après le busomètre. Didier, quelles sont les rumeurs qui ont le plus buzzé du côté de Mac Forever cette semaine et du côté d'Apple, bien sûr? Alors on commence évidemment avec ces 3 départs. Alors 3 départs d'un coup. Apparemment, ils sont vraiment tous partis en même temps dans l'équipe donc design industriel d'Apple. Donc tous les gens qui travaillent sous l'égide de Johnny Ive. Et c'est des gens que voilà, comme disait Monsieur X, c'est des gens qui sont peut-être là depuis trop longtemps maintenant, qui ont envie un peu de voir autre chose. Mais c'est vrai que cette concomitance quand même des départs est assez perturbante. On se dit que ça peut pas être quand même le hasard. Non. Mais il y a un petit côté famille. Enfin, on traîne 2 secondes là-dessus, mais c'est vrai que c'est une équipe qui est très soudée, qui est là depuis très longtemps, et on sent que si ça pète, peut-être que c'est comme dans les familles, tout se déchire d'un coup aussi. Donc voilà, ça explique peut-être aussi ces départs. Deuxième rumeur du busomètre. C'est plus qu'une rumeur. Alors, ça, c'était une petite polémique, et puis Apple est venu pas mal à la charge. C'est temps d'écran, tu sais, qui te permet donc de faire un petit peu de contrôle parental. Et il y avait tout un tas d'applications en fait qui utilisaient ce système, mais par des voies un peu détournées, parce que c'est pas facile de rentrer dans les applications de ton iPhone, de calculer le temps que tu passes dessus, de mettre des restrictions. Mais Apple propose quand même ces systèmes pour les entreprises, pour que tu puisses contrôler ce qui passe, en fait, les applications auxquelles ont droit tes employés, etc. Donc, ce qui s'appelle le MDM. Et en fait, il y a plein d'applications en fait qui sont fait éjecter de l'App Store ces derniers mois, on va dire, et alors que apparemment il y en a qui opéraient depuis plusieurs années en faisant ça, et ça fait un petit peu polémique. C'est le Wall Street Journal qui a relevé ça, puisqu'effectivement les éditeurs se plaignent qu'Apple finalement privilégie sa propre solution. Alors Apple a dit mais non, nous on laisse évidemment la concurrence se faire, mais il
il fallait pas dépasser les limites de l'App Store, ce qui est vrai aussi, puisque ça te permet d'exploiter les données, etc. Donc le contrôle parental pour tes enfants, il y avait beaucoup d'inquiétudes autour de ça. Donc voilà, petite polémique de la semaine. Je pense qu'elle est quasiment éteinte aujourd'hui, mais c'est vrai que Apple donne pas non plus les moyens à d'autres entreprises finalement de concurrencer tant d'écrans. Non, c'est clair. Troisième rumeur, Didier. Alors on reparle à nouveau, moi j'en ai marre, mais je suis désolé, ces claviers de MacBook Pro, on n'en finira pas, et là il y a une nouvelle polémique encore cette semaine sur le MacBook Air 2018. Tout dernier modèle qui est sorti juste avant Noël. Bah ouais. On pensait qu'il était épargné parce donc c'est la dernière génération qui retient les impuretés, tout ça. Donc il devait être moins sujet au blocage des touches qui était le problème principal. Et on a une des grandes journalistes là qui s'appelle Casey Johnson qui avait déjà levé le problème à l'époque et qui a acheté le MacBook Air. Et puis évidemment ces touches se sont bloquées. Et Apple réagit pas bien avec ça parce qu'effectivement c'est un problème généralisé. Il y a baleine sous gravillon, comme on dit. Bah oui, mais on ne sait pas ce qu'ils font et je pense qu'ils vont en vendre encore plein de machines entre guillemets contaminées avec ce clavier pendant encore des années. Ouais. Donc voilà. On ne sait pas combien de gens ça touche, mais c'est vrai que c'est puis nous on le voit pour revendre des machines par exemple, les gens ils te disent ah non mais il a le clavier tout pourri donc je veux pas te l'acheter. Donc voilà, ça risque de leur faire mal l'air de rien ce truc parce qu'ils le traînent depuis 3-4 ans là. Ouais. Là en plus ils généralisent cette architecture de clavier papillon peu à peu à toutes ces machines, donc et c'est un risque énorme s'ils ne le corrigent pas. Quand on pensait que la petite rustine en plastique, en caoutchouc qui était installée notamment sur les MacBook Air le préserverait des problèmes, mais il semblerait que ce soit un peu plus compliqué. Quatrième rumeur sur le busomètre. Alors une rumeur plus excitante qui pourrait arriver donc dans un mois pour la conférence des développeurs, c'est l'arrivée peut-être d'un curseur sur iPad, d'une souris que tu pourrais brancher donc pour avoir un curseur. Alors tu vas me dire à quoi ça sert sur un produit tactile. Ça sert par exemple si tu as un clavier que tu fais de la frappe, ça t'évite d'aller prendre le doigt tout le temps puis d'aller mettre ton doigt sur l'écran comme ça. Et ça peut être assez utile pour certaines personnes, notamment handicapées, tu vois, qui n'ont pas la précision forcément avec la main. Donc voilà, ça pourrait être assez intéressant. Moi je pense que de toute façon il faut qu'ils fassent évoluer ce système d'iOS pour iPad qui est un petit peu limité, et aussi pour le stockage externe, pour plein de petites choses. C'est vrai que le support de la souris, voilà, je pense qu'ils n'ont rien à perdre à le faire, mais après vers un rapprochement, voire une fusion possible à terme avec macOS. On sait qu'Apple y travaille. Dernière rumeur. Alors, la dernière rumeur concerne le prochain iPhone, donc qui s'appellera sûrement iPhone 11, j'imagine, et qui arrivera donc à la rentrée a priori. Alors, qui devrait être un petit peu plus épais, qui devrait avoir, on l'a déjà vu, ce fameux carré de capteurs photo, voilà, avec 3 gros capteurs photo. Et petit changement quand même dans le design, c'est ton petit bouton silencieux. Maintenant, il serait vertical. Je sais pas si tu te rappelles, c'était comme ça, je crois, sur les premiers iPads, si je dis pas de bêtises. C'était le bouton pour le locker qui était en haut. Ah oui, c'est ça. Mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, ce sera le seul changement de design qu'on aurait cette année. Tu sais pourquoi les gens du design s'en vont alors. Voilà. Pour l'instant, c'est pas très réjouissant, mais ça ne reste encore que des prototypes. En tout cas, on l'appellera pas croix-bâton. On l'appellera pas X ou. Un croix-bâton, d'accord. On l'appellera. Oui, bon, bref, allez. J'ai raté ma blague. Retour à Netflix, qui s'attaque au monde cette fois-ci, mais qui arrêtera donc le rouleau compresseur de la plateforme de streaming. Qui arrêtera Netflix, tu l'as dit, Capucine, peu à peu après les États-Unis, très rapidement. Netflix est attaqué à la planète. Dès septembre 2010, c'est le Canada. Novembre 2011, 43 nouveaux pays. Tout ça, je l'ai puisé dans ton bouquin, j'ai remonté rien. L'Amérique latine, hispanique notamment. Et puis l'arrivée en Europe en janvier 2012. D'abord, bien sûr, les territoires anglophiles. UK et Irlande. 2012, la Suède. Une petite pause pendant quelques temps. Et puis retour en France en septembre 2014. Donc aujourd'hui présente dans plus de 190 pays, c'est ça, Capucine ? 190 pays, c'est donc énorme. C'est quasiment il y a quasiment plus aucun pays qui ne sont pas couverts, mais tout doucement, quoi. Ils vont couvrir la planète entière, c'est l'objectif. Oui, une des exceptions évidemment, c'est la Chine, parce que là-bas la Chine a développé ses produits MeToo, donc là-bas c'est des gros acteurs chinois comme Alibaba et Tencent qui ont développé leur propre service de streaming vidéo. Donc en bilan, ça donne quoi aujourd'hui ? Bien sûr, très rapidement, il y a une explosion du nombre d'abonnés. Ils ont déjà dépassé très rapidement HBO, qui est la principale chaîne payante, le Canal+ américain en 2013, avec 30 millions d'abonnés. Et puis en avril 2019, donc là,
La dernière annonce, c'est plus de combien? Alors là, ils étaient à 148 millions d'abonnés fin mars. Ouais. Et pour la France, ils avaient confirmé pour la première fois un chiffre. Donc fin février, on était à 5 millions d'abonnés en France. Plus que Canal. Plus que Canal, hein, qui était à ce moment-là à 4,57 millions. C'est quand même un symbole. Hein. Netflix, C'est un symbole terrible, tu veux dire. Canal+, l'offre historique de la chaîne cryptée française depuis 1984. On va voir comment la France se prépare à Canal+, mais revenons toujours sur ces chiffres. 148 millions, hein. Pour donner une idée, Spotify vient à peine de dépasser la barre des 100 millions, ça a été annoncé cette semaine. Et Apple Music, bon, les chiffres datent un peu, les derniers chiffres qu'on a eus, c'était autour des 50 millions, peut-être autour des 60, des 70 aujourd'hui, mais on voit le formidable engouement autour de Netflix qui ne se dément pas. Alors, qui arrêtera Netflix? On a parlé bien sûr d'Apple qui prépare et qui fourbit ses armes. Il y a HBO qui a essayé de réagir dès 2012 avec HBO Go, qui était d'ailleurs sur l'Apple TV sur iPhone, mais ils ont quand même des budgets importants, près de 2 milliards, hein, j'ai lu toujours dans ton bouquin. Il y a un autre service de streaming qui est peu connu en France, s'appelle Hulu. Tu peux nous en dire quelques mots? C'est quoi? C'est une sorte de conglomérat, une association entre NBC, la 20th Century Fox et Disney, c'est ça, pour pousser du contenu? C'est ça, exactement. Hulu, c'est aussi un service de streaming vidéo qui n'existe qu'aux États-Unis pour l'instant. C'est pour ça qu'il est méconnu en Europe. Effectivement, il y a Disney qui, jusqu'à présent, possédait 30% d'Hulu. Mais les choses sont en train de s'accélérer parce qu'il se pourrait, selon la presse américaine, que Disney revende tout partie de ses parts dans Hulu prochainement. Puisqu'il lance Disney+, qui est son Voilà, projet. donc il n'avait plus besoin d'Hulu. On ne sait pas ce qui va se passer. Si Apple rachète ses 30% d'Hulu, ça lui fait une arme supplémentaire. Et du contenu, surtout, qui lui manque aujourd'hui. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas de fonds de catalogue, vous l'avez bien compris aujourd'hui. Alors, le principal adversaire de Netflix au niveau mondial, aujourd'hui, ça reste quand même Amazon, avec Amazon Prime Video. Alors, c'est un modèle économique tout à fait différent parce que pour la plupart des gens, c'est compris dans l'abonnement annuel qui permet d'avoir les livraisons gratuites pour 50 ou 49 € par mois, c'est ça? Tout à fait. C'est-à-dire qu'Amazon l'a conçu comme un plus produit d'Amazon Prime, donc son service de livraison à domicile. C'est très surprenant. C'est-à-dire qu'Amazon, ça reste avant tout un e-commerçant. Et la vidéo à la demande, c'est juste un service en plus, voire un appôt pour attirer de nouveaux abonnés à Amazon Prime. Donc Amazon aurait mis pas mal de sous. Aussi, j'ai lu dans ton bouquin, 5 milliards de dollars, c'est ça? Oui. En 2018. Et soit dit en passant, Amazon a aussi eu des prix. Hein. Il a eu des Oscars et des prix pour des séries télévisées aux États-Unis, des Golden Globes, pardon. Mais ça reste un plus produit. Ce qui est assez étonnant quand même, c'est que c'est pas encore c'est un produit d'appel de tous les services. Le fait de regarder, de s'abonner à Amazon Prime, ça fait vendre des produits sur Amazon, quoi. En gros, l'idée c'est ça. Voilà. Alors il y a des grands noms qui ont signé pour Amazon, pêle-mêle, Woody Allen, Matthew Weiner, The Tick notamment. Qui avait fait Mad Men auparavant, une série que j'adore qui s'appelle The Man and the High Castle, qui est géniale, qui réimagine ce qu'aurait pu, ça fait froid dans le dos, se passer aux États-Unis si les nazis avaient gagné la Seconde Guerre mondiale, et ça fait vraiment peur. Et puis demain, il y a une super production qui se prépare, parce qu'ils ont racheté les droits du Seigneur des Anneaux pour la série télé, et je pense que potentiellement ça peut faire un carton, mais de manière générale, Stéphane, aujourd'hui l'offre est moins riche, elle est moins, on voit une vraie différence aujourd'hui. Elle est moins riche et même, pour la petite histoire, il me semble avoir lu que même la plateforme derrière, c'est du Netflix dégradé de l'ancienne génération. Les interfaces déjà, en plus. Mais bien sûr, donc déjà, on n'est pas déjà sur quelque chose d'énorme. La semaine dernière, j'ai donné en coup de cœur le remake d'Intouchable. Ouais. Parce que c'est un film génial et c'est marrant de le voir en version américaine. Ouais. Même si je préfère la version originale de fait, mais bon voilà, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu d'énormes... Ouais, il y a eu quelques petites choses, mais est-ce que c'est vraiment le business d'Amazon? Non, c'est pas le business d'Amazon. Ils sont dessus, ce sera jamais un concurrent pour Netflix. Les autres... J'étais il y a quelques jours à New York, quand tu te balades... Aide-moi sur l'allée où sur Times Square, tu vois les affiches Netflix, Amazon, Coca-Cola, Pepsi, Coca-Cola, Pepsi, quand même. Et puis on l'a dit, tu en parlais tout à l'heure, Capucine, vraiment le prochain concurrent majeur et dangereux pour Netflix, c'est Disney avec Disney+. Disney a pris conscience du danger et a coupé le robinet des productions qui avaient un énorme succès sur voilà, Netflix. Tout à fait. Disney a coupé le robinet notamment des productions Marvel en été 2017. Son patron a annoncé que ce contrat allait s'interrompre et
à cette occasion, donc, il a annoncé que Disney lançait son service de streaming vidéo. Donc effectivement, pour l'instant, on a encore les séries Marvel sur la plateforme Netflix, mais Plus pour très visiblement, longtemps. elles vont être retirées progressivement. À la cette fin du année. contrat, quand il sera caduc, Ouais. je crois que c'est 5 ans. Ils ont signé en 2013 ou en 2014 ou en 2000. Donc d'ici l'année prochaine, ça devrait disparaître. Alors, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de Disney+. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut imaginer? On sait que le service arrivera, je crois, d'ici Alors, il arrive le 12 novembre. Ouais. On sait que le tarif, si ma mémoire est bonne, est autour de $7. $7,90 par mois. Donc, c'est un petit peu moins cher que Netflix. Et on sait donc que le catalogue est déjà très riche. Déjà tout le catalogue Disney. Ouais. Et 21st Century Fox. Ouais. Ah oui, parce qu'il y a eu la fusion de Disney, enfin le rachat de 21st Century Fox par Disney. Donc c'est pas que Disney. Hein, voilà, il y a Pixar, il y a Ouais. Marvel, et effectivement tous les Star Wars, Indiana Jones, etc. Et toutes les séries dérivées de Star Wars qui les vont spin-offs, arriver prochainement. bien sûr. L'intégralité des Simpsons, les séries, tu l'as dit, de Marvel, Pixar, près de 7500 épisodes et 500 films Disney. Tout à fait. C'est ce qu'ils ont annoncé. Ils prévoient 60 millions d'abonnés d'ici 2024. On ne connaît pas les investissements, qui doivent être considérables, j'imagine, de la part de Disney. Non, ils n'avaient pas communiqué sur leurs investissements prévus pour cette année. Mais ils ont dit que du coup, cette activité-là serait déficitaire ces prochaines années. Oui, ils vont perdre un petit peu d'argent pour gagner des abonnés. Donc tu l'as dit, arriver aux États-Unis le 12 novembre. Est-ce que le service va arriver en Europe? On ne sait pas. On ne sait pas quand il arrive. Il n'arrivera pas avant 2020, probablement. Ouais. D'accord, d'ici 2020. Quid de la France maintenant? Oui, on a quand même des acteurs dans ce domaine en matière du streaming et puis des télévisions payantes. Une petite pensée pour Stéphane et pour notre ami Rodrigo, parce qu'ils ont été précurseurs dans le domaine avec Gloria, souvenez-vous. Moi, je n'étais pas, moi. Ouais, Rodrigo, oui, en 2003, qui était le Netflix, la location du DVD déjà à l'époque. On l'a soutenu psychologiquement. Voilà, on l'a soutenu déjà psychologiquement à l'époque. Et puis on a eu très rapidement Canal s'est préparé historiquement, Capucine à l'arrivée de Netflix avec Canal Play qui a été lancé très tôt, en 2011. Hein. Oui, tout à fait. Oui, et Canal Play a été lancé très tôt. La difficulté pour Canal+, c'est qu'il ne pouvait pas proposer ces nouvelles séries originales Canal+ sur Canal Play, puisqu'elles étaient réservées aux abonnés de la chaîne cryptée Canal+. Donc déjà, il avait ce souci-là au niveau de son catalogue. Il n'est pas d'exclus. Et ensuite, peut-être qu'il n'a pas vu venir à Netflix, peut-être qu'il n'a pas assez anticipé. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il n'a pas bien résisté à l'arrivée de Netflix en France, au point que le patron de Canal+, Maxime Sada, a fini par annoncer devant l'Assemblée nationale où il était auditionné au printemps 2018 qu'il allait arrêter le service Canal+. Il avait coupé le signal. On a OCS également, donc le service de... OCS d'Orange, qui est son service de vidéo à la demande sur abonnement, qui a, lui, son point fort, c'est son contrat exclusif avec HBO, qui a encore été reconduit au printemps 2018. Donc toutes les séries d'HBO, dont la fameuse... Game of Thrones, qui sont proposés à H+24 par rapport à leur diffusion sur HBO. Donc ça, c'est un énorme point fort pour... on l'a bien compris, depuis l'arrivée de Canal Play, il y a une prise de conscience qu'il y a un peu un danger réel de voir émerger Netflix et ça s'est traduit dans les faits, tu le disais tout à l'heure, par le nombre d'abonnés. Différentes chaînes ont décidé de s'associer pour pouvoir contrer Netflix, c'est ça ? Oui, alors il y a l'offre Salto qui a été annoncée par Delphine Ernotte, patronne de France Télévisions en mai 2018. Donc France Télé, TF1, M6 et Orange. Et Orange, ouais. Il semblerait qu'actuellement Salto soit en passage devant l'autorité de la concurrence. On ne sait pas quand ce sera lancé exactement. Et ce qu'avait annoncé Delphine Ernotte il y a un an, c'est que le budget de départ serait de 60 millions d'euros et que Salto, donc, ce sera une plateforme de streaming vidéo commune et des productions de séries communes. Ouais. 60 millions, 14 milliards, Stéphane. Non mais de toute façon Salto, on va pouvoir voir du replay des télévisions public ou privé, alors que c'est gratuit actuellement, y compris dans nos abonnements. Il y a Molotov qui fait ça très bien. Voilà, et donc là, on va devoir payer pour ça. Oui, il y aura des offres en plus, mais bon. J'espère, mais parce que là, c'est vraiment. C'est plus un modèle Ulu qu'un modèle Netflix, j'ai l'impression. Oui, ça va être ça, mais simplement, pourquoi ils ne sont pas rapprochés de Molotov, avec lequel on avait fait une jolie émission d'ailleurs ici. C'est SFR qui a racheté finalement Molotov. Alors, il y a quand même
des points faibles devant ce monstre tout-puissant que paraît Netflix aujourd'hui. Il ne fait pas partie des GAFA, mais il pourrait aujourd'hui en termes de puissance. Alors, quels sont les points faibles de Netflix ? On parle beaucoup de difficultés en termes de rentabilité de Netflix. Tout ça, vous l'avez compris, demande d'énormes moyens financiers. Qu'en est-il vraiment c'est vrai que quand on regarde les chiffres pour l'année dernière, Netflix, donc, il a réalisé 16 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2018. Considérable. C'est énorme, mais à côté de ça, il a un endettement qui est d'au moins 10 milliards de dollars. Et chaque fois, ces derniers temps, depuis 1 an et demi, il a fait plusieurs fois des levées de fonds par de la dette. Encore le mois dernier, il a fait une levée de fonds par de la dette d'1 à 2 milliards de dollars, je ne sais plus exactement. C'est quand même une fragilité pour Netflix. Alors certes, là, sa valorisation boursière, c'est environ 154 milliards de dollars. C'est énorme, mais il y a quand même toujours cet endettement qui est très important. Et lui-même, il avoue qu'il ne saura pas la rentabilité avant 2021-2022. C'est un peu ce qu'avait connu Amazon en son temps, où il y avait beaucoup de scepticisme autour d'Amazon aussi. Et puis finalement, on a vu que le modèle a fini par s'imposer. C'est une stratégie qui peut être gagnante à la fin. De toute façon, quand on devient incontournable, comme là ils le sont... Oui, il n'y a quasiment pas de concurrents, on va voir dans quelques mois. Bien sûr, non, mais là, après, on va en parler un petit peu dans le prochaine partie, mais la reconnaissance de Netflix ne viendra pas, à mon sens, du chiffre d'affaires et de la rentabilité, mais plutôt de l'empreinte qu'ils vont mettre, que Netflix aura dans l'histoire du cinéma. Il y aura peut-être... C'est le prochain chapitre. Justement, c'est pour ça que je fais... Mais encore un mot en termes de difficultés, donc c'est peut-être les raisons qui expliquent, Capucine, que les prix ont augmenté. On a vu que le premier argument aussi de vente de Netflix, au-delà de l'ubiquité, de la qualité des séries, c'était le prix. Tu l'as dit, aux États-Unis, les abonnements étaient très chers. En France aussi, avec Canal, au départ. Et puis de $7,99, on est passé à $10,99, voire $12,99. On voit qu'ils essaient de tirer les prix vers le haut, parce qu'il faut financer tout ça. C'est évident. 344 millions de dollars, c'est le dernier chiffre que j'ai trouvé, c'était pour le Q1 2019. Donc ils gagnent quand même de l'argent, 344, mais si tu me dis qu'ils ont 10 milliards de dettes, il y a encore du travail. L'autre, je dirais, défaut à la cuirasse de Netflix, elle a été levée par Wall Street Journal qui a mené une enquête assez intéressante qui montrait que le service de streaming était très dépendant des séries cultes américaines comme The Office ou Friends, qui sont entre guillemets des vieilles séries, et parce que c'est des rediffusions qu'on regarde en boucle, et que à terme ces séries vont être déprogrammées, puisque NBC, qui est le producteur notamment de Friends, a des ambitions en matière de son propre service de streaming. Donc là, il y a aussi un risque potentiel. C'est-à-dire que certes, les contenus originaux de Netflix, c'est les produits d'appel, mais en termes de consommation quotidienne, c'est pas forcément ça qu'on consomme aujourd'hui. Oui, et l'autre, dans la continuité de ce que tu dis, là, on a la dernière saison de Game of Thrones qui est diffusée sur OCS en France. Donc c'est la saison 8. Après, ça va s'arrêter. Mais on a vu donc cette série qui a duré durant 8 saisons. C'est beaucoup. Chez Netflix, le système Netflix fait qu'aujourd'hui, on n'a pas des séries dont la longévité est garantie à ce point. C'est souvent des séries qui s'arrêtent au bout de 2 saisons. On les oublie, c'est ça en fait. Oui, on passe d'une série à l'autre. Il y a telle série qui sort, qui fait l'événement auprès des médias ou qui fait l'événement auprès des Netflixeurs de façon parfois inattendue, parce que le buzz se crée dans la communauté ou dans les cours de récré des collèges et des lycées. C'était le cas pour La Casa del Papel. Mais on ne sait pas si ces séries vont durer durant des saisons et des saisons. Donc, est-ce que Netflix sera capable de garder des gens captifs sur une série durant des saisons et des saisons ? On a l'impression que ça ne sera pas le cas, que le modèle Netflix, c'est d'avoir une série qui dure 2 ou 3 saisons. Fasse l'événement. Et après, une autre série fait l'événement. Ouais. Et peut-être qu'ils auront besoin de changer ce modèle. C'est sûr qu'ils sont, tu l'as dit, obligés d'investir de plus en plus. On annonce jusqu'à 22,5 milliards de dollars d'ici à 2022 en investissement dans les programmes. C'est des sommes considérables. Avec un rendement pareil, ça peut soulever des questions légitimes. Et est-ce que la mécanique risque pas d'un jour de se gripper ? Et au-delà, Netflix, tu le disais, Stéphane, l'orne du côté du cinéma, on en parle dans ce dernier chapitre. Netflix a tué le cinéma, le terme est un peu provocateur, mais on peut se poser la question. Capucine, Netflix a débarqué à Hollywood dès 2017, un immense immeuble de 14 étages de 30 mètres carrés. Donc vraiment, l'ambition, on le voit, est de concurrencer les studios de cinéma. Ils ont débauché des grands noms, notamment des anciens responsables de Universal Studios. Amazon a réagi, s'est installé à Culver City, pas très loin de là. Apple, on sait qu'ils ont aussi installé à Culver City. Donc on voit qu'il y a aussi de l'ambition, pas seulement dans les séries TV, mais aussi sur les longs métrages.
Oui, tout à fait. Il commence à produire des films et aussi à investir les festivals de cinéma avec ça, ce qui leur offre vraiment l'onction suprême auprès d'Hollywood. On a vu ça avec le film de Roma d'Alfonso Cuarón, un film en noir et blanc de 2 heures et demie, qui a été primé au Festival de cinéma de Venise, qui a eu 3 Oscars cette année. Et ça, c'est quand même... ils créent vraiment un précédent avec ça. Et là, ils sont en train de produire le prochain film de Martin Scorsese, qui est un dieu vivant à Hollywood. Du cinéma, grand défenseur du cinéma. Hein. Oui, et d'ailleurs, qui dit aujourd'hui encore que son prochain film, qui a un budget d'au moins 150 millions de dollars, sortira quand même en salle. Alors, on verra ce que ça donne cet automne. En tout cas, aujourd'hui encore, c'est ce qu'il dit. Alors, le problème, pourquoi on dit est-ce que c'est freudien, Netflix va tuer le cinéma, c'est que tu l'as dit, est-ce que les films vont sortir en salle aujourd'hui? A priori, Netflix veut privilégier sa propre plateforme et diffuser les films directement sans passer par les salles de cinéma. Les salles de cinéma. Oui, parce que Reed Hastings l'a dit plusieurs fois, il est prêt à produire des séries et des films, mais lui, son job, c'est de proposer des contenus exclusifs aux abonnés Netflix. Il faut bien qu'ils paient leur abonnement pour quelque chose. Un peu comme si Canal, qui est aujourd'hui le principal financier du cinéma, encore un petit peu du cinéma en France aujourd'hui, plutôt que de se réserver toutes les productions pour lesquelles il participe, et c'est quasiment toutes les productions françaises aujourd'hui, pour les diffuser d'abord sur son propre service. En 2018, ce sont pas moins de 82 films qui seront commandés par la plateforme. Hein. C'est très loin devant la plupart des majors américaines aujourd'hui. Oui, on se demande presque s'ils ne sont pas en train de doubler les majors de cinéma traditionnels. On se dit quand même, encore une fois, à Martin Scorsese, qui n'avait pas réussi à trouver de fonds auprès des studios classiques, parce que son film précédent avait été un échec. Flop, ouais. Mais quand même, il a 30-40 ans de carrière derrière lui, et même Scorsese n'avait pas réussi à trouver d'argent pour son prochain film. C'est un problème non seulement pour les cinémas, le fait que potentiellement ces films sortent directement sur Netflix plutôt qu'aller au cinéma, donc on verrait les cinémas potentiellement souffrir énormément, voire un risque de disparaître. Mais au-delà, ça pose un problème en matière de chronologie des médias, parce que du coup, ce système très protecteur qu'on a en Europe et en France en particulier, qui protège les salles de cinéma et aussi un petit peu les chaînes, en leur imposant des délais entre le moment où le film sort au cinéma et le moment où il est diffusé, là, ils ont trouvé un contournement extraordinaire, Netflix. Oui, la chronologie des médias a été réadaptée, remise à jour. Les décrets d'application sont parus en février. Donc là, ça y est, c'est calé. Canal+, est plus ou moins gagnant. C'est-à-dire que lui, il peut diffuser des films 8 à 10 mois après leur sortie en salle. Ouais, c'est assez rapide, ça s'est accéléré. Voilà. On voit la menace Netflix qui arrive. Avant, c'était 13-15 ans pour Canal. Au tout début, c'était 3 ans au début de Canal. Ouais. Donc, Canal, on essaie de favoriser Canal, parce que Canal, derrière, il y a le cinéma français. C'est les plateformes de vidéo à la demande, elles sont quand même gagnantes, parce que là, avec ces nouveaux décrets, etc., leur délai, maintenant, il est de 13 à 17 mois, si je ne me trompe. Donc, ils sont quand même assez proches de Canal+. Jusqu'à présent, c'était 36 mois. Ouais. Donc, c'est un peu les vrais gagnants quand même. Il y a un vrai bras de fer avec le cinéma français, parce que pour pouvoir, en gros, bénéficier de cette chronologie des médias, il faut que, et c'est le système français, qui veut que les diffuseurs participent à l'obligation de financement de la création. C'est jusqu'à 15% de leur chiffre d'affaires, donc c'est des sommes considérables. C'est pour ça que le cinéma français a été, entre guillemets, si prospère ces 40 dernières années, alors qu'il a disparu dans pas mal de pays européens, notamment on pense en Italie, qui était un merveilleux pays pour le cinéma. Parce qu'il n'y avait pas de ces quotas-là. Là, il y a un vrai risque si Netflix ne se soumet pas et gagne ce bras de fer avec non seulement le cinéma français, mais au-delà les diffuseurs français. Oui, tout à fait. Je pense qu'un des dangers, ce serait d'avoir des films produits par Netflix, donc des longs métrages, et qui ne sont disponibles que pour les seuls abonnés Netflix. Est-ce que je devrais m'abonner à Netflix pour voir le prochain film de Martin Scorsese ou de tel autre réalisateur de cinéma qui a signé avec Netflix? Ouais. Et on peut bien penser que ces directives qui sont très françaises, voire très européennes, parce que là, il y a des directives européennes qui sont en préparation, je crois. Il y a la directive SMA qui est en voie d'adaptation dans les différents pays européens, dont la France, qui impose un quota. C'est-à-dire que Netflix et les autres plateformes de vidéo à demande sur abonnement doivent produire et mettre en avant 30% de leurs productions qui doivent être des productions européennes. Et est-ce que tu penses qu'ils pourront contraindre Netflix à suivre cette directive? Ce sera obligatoire? Vu qu'ils ne payent pas leurs impôts en France, ils ne sont pas en France, ils sont à Amsterdam. Netflix a quand même intérêt à jouer le bon élève. D'autant que Netflix, là, il est annoncé qu'il va réouvrir un bureau en France, probablement cet été. Donc, il a tout intérêt à jouer à
s'astreindre aux règles du jeu. Déjà là, en France, il paie son obol auprès du CNC pour les productions de films, etc. Alors pour le moment, les grands gagnants de cette guerre entre les GAFA et les chaînes de télé, c'est quand même les créateurs, parce qu'il y a Alex Berger, le producteur du Bruit et Légende, qui était venu dans cette émission avec nous, Stéphane nous le disait, les droits et les achats des scénarios, de production ont flambé, notamment des séries. Mais il y a quand même un modèle, il y a un problème, parce que Netflix casse le modèle de reversement des droits. Avant, on pouvait négocier pour chaque diffusion pour une producteur une durée. Maintenant, c'est des droits qui se gèrent à perpétuité, c'est ça, Stéphane ? Oui. Et c'est ça qui est un peu bizarre, même. Tu parlais de Roma de Cuarón. Il y a une scène de 3 minutes où, dans un cinéma, dans cette ville du Mexique, où il y a la scène finale de La Grande Vadrouille. J'ose à peine imaginer les coûts pour les descendants de Gérard Rouy. Et je pense que rien qu'avec cette séquence-là, et si c'est vu à des millions de visionnages, je pense qu'ils ont trouvé, comme les descendants de Claude François pour My Way. Aujourd'hui, ces grandes familles du cinéma perçoivent des royalties à chaque diffusion télé. Demain, avec Netflix, c'est terminé, ça. C'est une autre forme, c'est une adaptation. On ne peut pas dire qu'un jour, ils payent une fois un forfait. Mais ça pose un problème, quand même. Non, mais moi, je me souviens, quand j'étais à Arte, dans une autre vie, au service commercial, on a eu une fois une demande d'une majeure américaine pour un film sur Mohamed Ali, avec Will Smith dans le rôle de Mohamed Ali, et il y avait une séquence dans un documentaire qu'on avait, et c'était 1 minute de ce documentaire qui était souhaité. Les sommes étaient énormissimes, et on était limité dans le temps, parce qu'on savait que c'était un film qui allait être vu dans le monde entier, mais c'était pendant une période donnée, donc on savait que s'il fallait renouveler ses droits, il fallait attendre, je crois que c'était au bout de 10 ans, au bout de 10 ans, il fallait renégocier cette séquence-là, sinon le film, il partait aux oubliettes. Il ne pouvait plus être diffusé il fallait racheter les droits. Alors bien sûr, c'était plus la première négo, donc on va voir s'il a eu énormément de succès. Mais bon, pour la première négo, moi j'ai été... on avait une limitation, il y avait un montant, il y avait des territoires et il y avait une durée. Là, Netflix étant partout, on est vraiment sur un modèle de perpétuité, donc peut-être c'est un truc au téléchargement, je ne sais pas. On verra. Et puis là, ça crée évidemment une grosse tension avec le cinéma français, avec le Festival de Cannes, pour conclure Capucine qui va ouvrir ses portes dans quelques semaines, parce que le Festival de Cannes veut que pour pouvoir participer au festival, ou du moins être sélectionné, il faut que le film sorte en salle. Oui, tout à fait. La polémique avait refait surface l'année dernière où des films Netflix étaient censés figurer en sélection officielle. Finalement, ils n'y ont pas figuré parce que les dirigeants du Festival de Cannes voulaient que ces films soient projetés en salle, au moins temporairement. Les dirigeants de Netflix ont refusé. Alors, les films Netflix auraient pu être diffusés au Festival de Cannes hors compétition. Les dirigeants de Netflix n'ont pas accepté cet arrangement. Et cette année, c'est ce qu'a redit Pierre Lescure en conférence de presse la semaine dernière, je crois. Il n'y aura pas de production Netflix au Festival de Cannes officiellement parce que ces productions, par exemple le prochain film de Martin Scorsese ou le prochain film de Steven Soderbergh ne sont pas achevés, etc. 80 Plus quand officieusement, c'est parce même. qu'ils n'ont pas réussi à s'entendre. Ouais, pour je l'instant. pense aussi. 82 donc longs métrages qui vont être produits. En tout cas, qui vont être financés, c'est considérable. La film de Los Gatos vraiment positionne ses pions. On a hâte d'être à la rentrée pour voir comment ses concurrents vont essayer d'enrayer cette formidable, entre guillemets, machine de guerre. On essaie d'être le plus précis autour de développement Netflix. Je vous invite vraiment, si tu veux remontrer ton bouquin Capucine, à lire. Ça se lit comme un feuilleton, ça tombe bien comme une série télé. Pour tout savoir sur les coulisses d'une révolution, ça s'appelle Netflix et compagnie. Allez, on passe tout de suite à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence tout de suite avec Florian. Merci Olivier. Mon coup de cœur cette semaine, c'est Netflix sur la Freebox. Voilà, je tiens à remercier Xavier Niel qui en plus nous fait la sympathie de nous héberger à 42. C'est vrai. Mais vraiment Netflix sur la Freebox, c'était la vraie bonne idée. Ouais, c'était pas évident, Capucine. Ils étaient c'était un peu la guéguerre avec les opérateurs français pour arriver sur les box, parce que c'était
Oui, en 2014, quand Netflix est arrivé en France, les différents opérateurs télécoms, y compris Orange, disaient qu'ils ne laisseraient pas entrer le loup dans la bergerie et que donc, au grand jamais, Netflix n'entrerait sur leur box Internet. Netflix savait très bien qu'il avait besoin d'entrer dans les foyers français tous les par foyers, ce biais. Ouais. Tout à fait. Et finalement, les uns après les autres ont signé, sauf Free qui a attendu très longtemps. Qui a attendu l'arrivée de la Freebox Delta et ça fait partie du package et un des principaux produits d'appel de sa Freebox Delta puisque Netflix est compris dans l'abonnement. Du côté de Monsieur X, quel est ton coup de cœur cette semaine ? Alors moi, mon coup de cœur, ce sont les alternatives, tu sais, au fameux moteur de recherche Google Search. J'essaye là en ce moment de me passer d'un certain nombre de services de Google pour voir ce que ça fait dans ma vie. Et si c'est possible, on verra d'ici quelques semaines. Et donc je vous propose 3 moteurs de recherche que moi j'ai utilisés. Un dont je ne sais pas vraiment quoi penser, mais que j'aime bien par principe, qui s'appelle Ecosia. ecosia.org, dont le motto est surfer et planter des arbres si vous utilisez en gros ce moteur de recherche. En contrepartie, la société qui y a derrière plante des arbres. Voilà, donc c'est un moteur de recherche écolo. Et puis 2 plus connus, DuckDuckGo, qui est un moteur anglo-saxon que vous pouvez paramétrer par défaut dans Safari sur votre Mac ou sur votre iPhone, que j'avais essayé il y a 2 ans de ça, 1 an de ça, j'en étais assez déçu. Et puis là, c'est de nouveau devenu mon moteur par défaut, DuckDuckGo, et ça se comporte très très bien. Écoute, dans 99% des cas, je m'en contente et je n'utilise plus Google. Donc la qualité des recherches, y compris sur les images et les vidéos, est bonne. Et puis Quant, Quant, KWANT, qui a à peu près la même promesse que DuckDuckGo, un moteur de recherche qui ne vous espionne pas. La petite différence significative avec Quant, c'est que c'est une initiative franco-européenne. Donc DuckDuckGo ou Quant, si vous avez une petite fibre culturelle ou franco-française, Quant plus que DuckDuckGo, mais il n'est pas par défaut sur les appareils de chez Apple. Donc c'est DuckDuckGo pour moi. Il faut beaucoup d'argent pour ça, beaucoup d'argent, puisque Google paye pour être positionné, comme la plupart des... pour être positionné sur Safari notamment. Merci Monsieur X. Didier, de ton côté, est-ce que tu essaies de te désintoxiquer toi aussi de Google ? Écoute, non, pas pour l'instant. Moi, ce modèle me va bien, mais bon, voilà, chacun ses choix. Hein. Et mon coup de cœur, moi, n'a rien à voir avec Google ou avec Netflix cette semaine. J'aurais te parler d'une petite start-up française que tu connais peut-être et qui marche déjà pas mal. En fait, ça s'appelle Osigo. Alors, c'est un éthylotest en fait connecté. Donc tu vois, on voit plein de produits au CES. Je dois connaître. Justement. Parce que j'ai fait mon anniversaire, c'est ça ? J'ai besoin de passer. Non, 300, ça te permet par an, évidemment de contrôler ton alcoolémie avant de conduire. Et l'atout de ce produit, c'est non seulement qu'il est très fiable, parce que ça utilise les mêmes techniques en fait que les gendarmes, dans un petit appareil qui ressemble à une petite flûte. On a fait une petite vidéo là-dessus. Et c'est surtout un produit qui est pour l'instant destiné aux entreprises. Donc il est autour de 200 €. Il prévoit une version, je pense, grand public à l'avenir. Mais là, il y a une vraie demande effectivement pour les entreprises. Et surtout, il te dit avec ton iPhone dans combien de temps tu pourras reconduire, ce qui est quand même une info assez intéressante, surtout quand tu bosses. Donc voilà, si vous êtes amené à boire de temps en temps de mieux en mieux, mais ça part à volo, McFly. Merci Didier. On n'a pas essayé, on aurait pu faire un test, tu vois, en se bourrant la gueule pendant 1 heure sur YouTube. Voilà une idée pour faire des vues sur YouTube. Je vais y réfléchir. Merci Didier. Stéphane, de ton côté, ton coup de cœur. Mon coup de cœur, j'ai pris une série sur Netflix. C'est bien travaillé, c'est bien. Oui, j'ai regardé une série, quoi. Il y a pire comme travail. Ça s'appelle Ashoter Atov, qui est une série qui est une comédie israélienne dans un commissariat avec des personnages hilarants, dont un anti-héros en personnage principal. Vous regardez la première... D'ailleurs, pour vous donner la qualité, entre guillemets, c'est que les Américains en ont fait un remake aussi pour l'équivalent d'un commissaire new-yorkais. Et je vous encourage à regarder cette version originale. Mais vraiment, le gars... Le policier, le personnage principal, est un anti-héros, mais son commissaire, son boss... c'est une caricature de la bêtise, mais qui est à mourir de... Je vais me précipiter. Il est très drôle, c'est très drôle et léger, c'est des épisodes de 20 minutes, donc voilà. Ça se consomme comme des petites pastilles. Exactement. Merci Stéphane. Capucine, de ton côté. Moi, une série Netflix, désolé pour le manque d'originalité. Je citerai cette série qui s'appelle Love, Sex and Robots. C'est une série d'anthologie, oui, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, plusieurs épisodes indépendants les uns des autres, une série de science-fiction.
des auteurs différents, beaucoup d'influences, cyberpunk américain, manga japonais. C'est assez drôle, c'est beaucoup moins sombre que Black Mirror et c'est très créatif. Ouais, c'est sombre Black Mirror. J'ai encore du mal à me remettre du premier épisode. Moi. Mais bref, de mon côté, mon coup de cœur, c'est un autre série de streaming qui n'est malheureusement pas encore arrivé en France, mais j'espère qu'il va arriver bientôt. Ça s'appelle The Criterion Challenge. Criterion, c'est depuis des années, ça rassemble vraiment le meilleur du 7e art de toutes les époques, tous les horizons et toutes les régions du monde. Près de 1600 œuvres parmi les plus marquantes du répertoire et qui ne sont pas forcément faciles à trouver aujourd'hui sur les grandes plateformes de streaming. C'est vraiment les grandes œuvres du chef-d'œuvre du cinéma, Visconti, Varda, Chaplin, Lang, Kurosawa, et vraiment dans les meilleures conditions de visionnage. C'est la marque de fabrique du label Criterion depuis des années. Si vous aimez les Blu-ray, les DVD, voire, vous avez connu comme moi les laserdiscs, voilà, Criterion, c'était véritablement vraiment un gage de qualité de pressage. Et ça arrive sous la forme d'une offre de streaming. Vous allez pouvoir retrouver cela par abonnement aux États-Unis et j'ai hâte qu'elle arrive en France, surtout qu'elle se décline sur iOS et même sur Apple TV. Voilà, c'est la fin de ce 333e déjà épisode dans On fait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Vous revenez quand vous voulez, messieurs, dames. Merci Capucine d'être venu jusqu'à nous. Merci de m'avoir accueilli. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre prochaine émission et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.